La région du sud, celle de Paul Biya, le chef de l'État camerounais. Quelle image, quelle honte, quelle humiliation. Le parti politique du chef de l'État. Quelle bande de zinzins. Quelle bande de criminels. On a vu. Juste pour le renouvellement des organes de base d'un parti qu'on appelle le RDPC. Déjà un parti qui avait été volé à Idjo. Ils ont volé, Paul Biya, volé l'UNC pour transformer ça en RDPC à Bamenda. Braquage en plein jour. Un chef de l'État incapable de créer son parti. Il braque et il vole et s'en approprie. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on continue à voir. Puisque dans son territoire d'origine, on a vu des querelles, alors qu'on nous disait que c'est le socle granitique imprenable. C'est là-bas où le RDPC a toujours 99,99%, voire 110%. Mais le spectacle ahurissant, désolant, que le RDPC a offert dans le dialogue de Paul Biya est entré dans l'histoire. On a vu des élites s'insulter. On a vu des frères, des cousins bagarrer. Le sang a coulé. Parce que d'un côté, vous aviez celui qui est au Minepat, Sylvain Vondo, que j'ai souvent dit qu'avec Apicoro, avec Dafidoc, vous connaissez, non? Il est directeur là-bas. Il prend beaucoup de milliards comme ça. Mais, que fait-il avec? Dans son sud natal, subitement, il a atterri comme un cheveu dans la soupe pour être élu. Parce que c'est un parti de voleurs, de tricheurs. Vous avez un autre là, Obama Samuel. Il arrive, il fait le faux. Et finalement, eux-mêmes, lorsque les autres partis de l'opposition disaient que les élections sont truquées au Cameroun, ils disaient que ces partis-là étaient antipatriotiques, étaient des partis de l'insurrection, de la déstabilisation et tout et tout. Mais aujourd'hui, les discours affichés par les militants et les responsables du RDPC, c'est seulement on a volé l'élection. On a truqué l'élection. Il y a eu bourrage des urnes. On a déformé ceci et cela. 40 ans au pouvoir, vous êtes incapable d'organiser une petite élection et encore dans votre petit village. Dans vos petits villages. Et le pire, c'est la violence qu'il y a eu. Ils sont allés jusqu'à brûler la sous-préfecture de Benbis. Benbis. Ils ont brûlé à Tangandji. Bec fermé. Clapet. Scotché. Au sparadrap. Incapable de parler. Lui qui venait pourtant de dire les serpents affamés iront chercher ou tel de l'opposition à tel ou tel trou. Mais à Tangandji, ton serpent là n'a plus de venin. Tes serpents là n'ont plus de dents. Tes serpents là ont peur de Benbis. À Tangandji. Donc toi là, ta force là c'est seulement devant les militants du MRC. Les institutions d'un pays ont été brûlées. Mais rien n'a été fait. Mais le pire, c'est que tout un ministre de la République, ministre d'État,
Jacques Famandongo, avec le gouverneur, ont été séquestrés en brousse. Si c'était ailleurs, on allait envoyer les chars, les blindés, on allait envoyer le bire, on allait assister à un spectacle incroyable. Les Bibou Nissap n'ont jamais marché. Les Foguet n'ont jamais marché. Madame Pilon est partie tourner son film dans une petite brousse là. Mais on est parti la prendre là-bas. Un ministre comme Jacques Famandongo, qui pourtant nous disait que le MRC, c'est le parti des terroristes, se retrouve pris en otage par les terroristes ambazoniens du Sud. Oui, c'est les ambazoniens qui ont pris Jacques Famandongo. Et il a payé la rançon pour être délivré. Et il a fait des promesses de la construction d'un futur paradis. Il a promis les autoroutes avec la peinture blanche. Il a promis l'eau sucrée. Il a promis que désormais, il y aura l'électricité qui va couler sur les robinets. Il a promis, Jacques Famandongo, que maintenant, tout le monde aura la connexion Internet. D'autant plus que il a encore commandé d'autres 500 000 ordinateurs avec 77 milliards. Il va les distribuer à tous les villageois. Et ils vont planter les tracteurs dans les ordinateurs. Voilà le Sud. Ce Sud, quand on criait, ils n'ont jamais voulu. Les élites les ont totalement détournés. Les élites les ont tribalisés. Les élites les ont clanisés de telle sorte que ils ne voyaient le mal que ailleurs. Lorsque déjà je venais dénoncer, comme beaucoup d'autres Camerounais, ce scandale des ordinateurs, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, Jacques Famandongo a organisé une marche de soutien à Paul Biya avec le Sud, le 3 août 2016. Qu'est-ce que ça rapportait au Sud? Rien du tout. Jacques Famandongo est donc pris dans la souricière. Qu'est-ce que Jacques Famandongo promet? Jacques Famandongo promet la construction d'une route, le bitumage immédiat. Et Bolo va comme jusqu'à Kribi. Papa. Mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Prenons d'abord les circonstances dans lesquelles il promet cela. Les gens se lèvent comme ce qu'on appelle au nord les coupeurs de route. Ils abattent des arbres. Ils bloquent la circulation. Ils détruisent le pont. Et on vient négocier avec eux. Mais monsieur Jacques Famandongo, nous sommes dans un état de droit. Et il y a une loi qui a été votée, que vous nous avez présentée. Mais cette loi servait à quoi? Vous ne connaissez plus cette loi? Je vous la rappelle. La loi numéro 58, barre 027 du 23 décembre 2014, qui a été votée, promulguée par le chef de l'État pour la répression contre le terrorisme. C'était contre qui?
C'était pas les terroristes là. Quand on prend des personnalités, on va brûler les sous-préfectures, les édifices publics. Cette loi ne s'applique pas comme celle de 2016 également, qui vient compléter, qui est sur le code pénal. Pourquoi vous n'appliquez pas ça chez vous? Vous négociez avec des terroristes. Les anglophones ont marché parce qu'ils voulaient juste la traduction des textes de l'OHADA. Vous avez tabassé les avocats. Vous avez tabassé les étudiants, les enseignants. Vous avez tiré sur eux à boulet rouge, à balles réelles. Ça entraînait la guerre. Mais chez vous, vous êtes pris en pleine nuit. Vous êtes bloqué dans un bosquet, dans des bosquets. Et vous négociez. Bien plus, Jacques Famondongo a fait venir le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou. Et immédiatement, Gaston Elundou débloque 200 millions. En disant, c'est pour qu'il y ait de l'eau et de l'électricité. 200 millions. La question, cet argent vient d'où? C'était prévu dans quel budget? Donc, pour certains, vous dites qu'il faut attendre en 2035. Pour d'autres, l'argent sort tout de suite. La route sera construite tout de suite. Tout ceci sera fait tout de suite. Eux, ils sont des patriotes. Parce qu'ils ont coupé les routes. Les coupeurs de routes, les pyromanes de la sous-préfecture sont des patriotes. Chers Camerounais, vous avez compris. Et je ne pourrais pas reprocher aux populations du Sud d'avoir agi ainsi. Parce que lorsqu'un État n'est fait que de voyous, parfois il faut utiliser des méthodes fortes. Si le Sud a utilisé cette méthode, eh bien le Sud a imité les anglophones, les ambazoniens. Vous autres, vous attendez quoi? Le RDPC ne comprend que le langage de la force. Prochainement, quand un ministre vient chez vous, bloquez la route, coupez les arbres, détruisez les pommes, séquestrez-le. S'il est en réunion dans une sous-préfecture, allez brûler. Ah, finalement, je donne raison à Cabral Libi. Ah non, je m'excuse, Cabral Libi, tu avais raison, tu avais raison. Tu avais raison quand tu disais, je leur ai dit, prenez les jerrycans là, allez, les bidons, remplissez les essences. Et puis j'ai dit au président du tribunal que, tu as vu ce qu'il y a là devant, si tu ne sors pas les résultats là, allez, feu! D'ailleurs, on n'a rien fait à Cabral Libi. Camerounaise, Camerounais, les anglophones ont montré la voie. Les frères et sœurs de Paul Biya ont suivi. Mais attendez, c'est le fief du chef de l'État. Le poisson commence toujours par pourrir par la tête. Faisons comme eux. Bloquons les routes. Bloquons. On aura les... Mince. Bloquons les routes. On aura les autoroutes. Détruisons les ponts. On aura des vrais ponts. Attaquons les ministres. Nous aurons l'eau et l'électricité. Oui, prenons-les même en otage. Eux-mêmes, ils vont sortir cet argent-là de leur poche. Plus que cet argent-là, 200 millions, ça sortait d'où? Quelle banque était ouverte à cette heure-là? Gaston Elundou a pris ça où? Avec Jacques Famondongo. Ils ont pris ça où? Donc, parce que l'argent est chez eux. Ça repose dans des valises, dans des coffres forts, bien positionnés. Vous vous rendez compte, ce qui est très grave. Et que aujourd'hui, le Sud comprend. C'est que ces gens ont utilisé en tout et pour tout que la manipulation.
Et cette manipulation, c'était quoi? C'était de montrer que les autres sont mauvais. Mais en réalité, même dans leur village, ils sont égoïstes. Jacques Famondongo est celui-là qui a divisé son village en deux. Nkolandom 1, Nkolandom 2. Qu'est-ce que Famondongo a fait? Il a préféré aller avec une route bitumée jusque chez lui. Net. Nkolandom 1. Nkolandom 2, là-bas, c'est la poussière. Électricité, même chose. Alors que c'est l'État qui le fait. C'est l'État. Mais comme Famondongo est égoïste, même avec ses propres frères, il dit vous n'aurez rien. Il garde ça. Qu'est-ce qu'il est parti produire là-bas au sud? Un ministre de l'enseignement supérieur. Il n'a pas conçu une école. 17 ans ministre de l'enseignement supérieur. Il n'a pas une école. La seule chose qu'il va construire, c'est le bésodrome. Une auberge. Oui, c'est comme ça. Femme quand ça dose plus. C'est comme ça. Il faut voir comment il danse ça. Tu vois comment il secoue ses petits reins là comme ça. Le gars là connaît pédaler avec ses vestes croisées là. Famondongo, dans le pédalé. Oh! Il adore Coco Argento. Mais son auberge là, c'est pour lui-même. Femme dans telle chambre, femme dans telle autre, femme dans telle autre. Qu'est-ce que ça apporte au sud? Ton auberge, en plein village. Tu alignes des femmes. Et pour ridiculiser les autres, pour qu'on vienne applaudir, il vient avec 50 000. Et donc là, chacun qui a réussi au baccalauréat, il dit voilà 50 000. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec 50 000 francs lorsqu'on sait déjà qu'à l'université, rien que l'inscription, c'est 50 000. Qu'est-ce que tu vas faire pour une année scolaire? Et rien, aucun investissement n'a été fait là-bas dans le sud. Et pourtant, ils ont eu des grands postes. Des remises MK en passant par. Et d'ailleurs, que ce soit les Montazé, les Bondayolo, tous sont du sud. Mais regardez comment le sud est enclavé. Il leur manque de l'argent. Mais non. Puisqu'ils sont sur la même ligne que Paul Biya, ne produisent rien. Ils exploitent tout simplement le peuple. Regardez que même l'énergie qu'il y a chez Biya, il prend le groupe japonais. C'est les Japonais qui sont venus installer ça. Au lieu que ça bénéficie aux villageois, ça bénéficie à lui, chef de l'État. Son champ d'ananas, c'est pour lui. Il préfère aller vendre ça à l'étranger. Regardez ce que Paul Biya fait avec ses frères. Ils prennent des budgets. Vous avez vu l'affaire des tracteurs qui pourrissent en brousse. Les usines de manioc qui n'ont jamais marché. Vous prenez encore même l'hôtel de Moyomo Sala. Paul Biya avait dit qu'ils allaient transformer Moyomo Sala en hub pour le développement et pour le tourisme. Mais ce projet, qui date de 2011, quand Paul Biya mentait aux gens qu'il voulait déjà quitter le pouvoir parce que le G11 était en train de lui faire pression, eh bien, ça a été financé. L'argent a été sorti, décaissé en 2012. Et chaque année, c'est décaissé à hauteur de 3 milliards par le ministre du tourisme, Belobouba Maïgari. Et qui gagne ce marché-là? C'est Pierre Meba, le frère de Paul Biya, le petit frère direct de Paul Biya. Allez voir cet hôtel-là. Cet hôtel-là est en brousse. Il n'y a rien là-bas. Mais pourtant, on paye à Pierre Meba dans ce qu'ils appellent le triennal. Donc il vient, il décaisse aujourd'hui 420 millions, il revient, il décaisse cela. Et la seule chose qu'il est parti placer là-bas, c'est des sanitaires en brousse. C'est d'abord la gendarmerie qui gardait ces il n'y a même plus personne. On est parti reporter ces sanitaires-là pour vendre au village. Regardez. Un truc qu'on disait que ça aura un hôtel de 50 places. Donc tous les projets de Biya, comme exactement son stade, hein, les hôtels, ça ne voit jamais le jour, mais il y a toujours les hôtels là. Il devait avoir un centre de formation, ce n'est pas là. Hein. Il devait avoir une piscine, ce n'est pas là. Comme exactement le stade de Paul Biya. Hein.
Il devait avoir aussi une église et puis même une mosquée. Il devait avoir un centre de formation. Tout ça là n'est pas là. Ce n'est pas là. Mais on sort de l'argent chaque fois pour financer ça. Mais on va accuser les autres qui sont des terroristes. Et le pire, c'est que quand ils le font, non seulement ils bénéficient déjà du fait qu'ils savent détourner l'attention de leur population, qui ne comprennent pas que c'est eux qui souffrent du sous-développement. En votant Paul Biya, on vote pour la misère. Cet hôtel qu'on est en train de faire là, que ça va passer par Acom 2, par l'hôtel, la route. Le budget, ça a été budgétisé quand? Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Alors qu'on sait que les caisses de l'État sont actuellement vides. On va faire comment? Mais le plus révoltant, et j'y reviens, c'est que ces gens se sentent pousser des ailes parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'on peut séquestrer un ministre, lui demander des comptes. Pas seulement lui demander du compte, lui faire du chantage. Et le plus inquiétant, c'est certains hommes politiques qui, parce que eux, ils veulent aussi bénéficier de quelque chose là, sont prêts à trahir, sont prêts à se rabibocher à l'ennemi, sont prêts à aller manger dans la main du diable en vendant des frères. Regardez Jean Gatti. Au lieu de demander des comptes au RDPC, de condamner le comportement des militants du RDPC, qu'est-ce que ce type-là fait? Ce type-là, il dit que Bembis, si ça a été brûlé, c'est à cause des infiltrés, des mercenaires de Maurice Kamto, du MRC. Vous voyez l'acrobatie? Vous voyez l'acrobatie? Il a même réussi l'exploit à écrire sur son mur que il n'y a jamais eu de confrontation entre les militants du RDPC. Et pourtant, tout un chacun d'entre nous les a vus, arborant des tenues, s'exprimant dans leur langue. Boulou. Mais, et vous dites que ce ne sont plus les boulous, ce sont les mercenaires du MRC. Les mercenaires Bamileke. Parce que quand on parle MRC, c'est Bamileke. Donc, les Bamileke là, Kamto, il dit qu'ils ont été financés par Kamto. Jean Gatti. Ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un professeur, même pas un professeur d'université. Seulement, c'est pas seulement ça. Il est doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Et il publie une telle ânerie. Il affirme que ce que vous avez vu là, c'est Maurice Kamto. Et il reste tranquille. Hein? Parce que pour avoir sa nomination là, il fallait qu'il accuse Maurice Kamto. Et à chaque chose, il va accuser tel ou tel, pourvu qu'il mange seul. Mais vous également. Lorsque vous allez revoir Ngatsi chez lui, bloquez la route. Demandez lui aussi des comptes. Parce que ces gens sont dangereux. Et quand ils sont dangereux comme ça, ils sont prêts à vous vendre. Pourvu que eux, ils se mettent quelque chose sur la panse et pourvu que leur nomination les profite. Des gens comme lui.
C'est eux qui viennent avec le tribalisme, le sectarisme. C'est eux que demain, le Cameroun devrait demander des comptes. Parce que par leur cannibalisme, par leur sauvagerie, ils ont détruit notre pays. Ou sont en train de le détruire. Les valeurs sont perdues. Tout. Quand il s'agit d'avoir le pouvoir, eh bien, il faut tuer son frère, il faut tuer son adversaire, il faut même aller manger même de la chair humaine. Moi, je crois que face à de telles accusations, il ne faut pas continuer à laisser des gens comme Gassi, qui sont les ennemis de la République, qui apportent le satanisme et qui ne sont pas là parce qu'ils veulent votre bien. Ils veulent juste évoluer dans leur cercle. Peut-être qu'on lui donnera une petite part à côté, à Saint-Mélima. Eh, Bolowa. Il aura une nouvelle maison là-bas. Mais sauf que aujourd'hui, il faut savoir que les choses sont en train de tourner. Ceux qui ne réfléchissent pas que le régime est en train de tomber. Et ils continuent à croire que en 2035, peut-être ils seront nommés ministres. Mais non. Est-ce que Paul Biya lui-même, il vous a dit qu'il sera là en 2025 ou en 2035? Vous ne voyez pas comment il se comporte maintenant? Voilà un président qui a peur de tout, depuis l'élection présidentielle. Vous attendez des nominations, il ne va pas vous nommer. Il ne vous nomme pas. Vous êtes en train d'attendre maintenant là qu'après les batailles électorales, là, il va vous nommer et tout. Mais Biya est pris. Biya est pris. Il n'a plus les mains libres. Il n'a plus les mains libres. Quand il rentrait de Genève, tout le monde attendait la nomination, dans la mesure où il a eu des informations concernant Ngongo. Il savait que pour qu'il se libère, il faut qu'il se débarrasse de Ngongo. Il est venu gonfler à bloc. Mais quand il est arrivé, mais il s'est refroidi. Juste parce qu'il a aussi vu ce qui s'est passé en Guinée. Et là, tout de suite, il a compris que Ngongo avait déjà le contrôle non seulement du pire, il ne pouvait pas l'enlever. Et ce sont les services français qui lui ont dit, attends d'abord, depuis combien de temps Biya, bien que sachant que Ngongo lui faisait des tacles par derrière avec Chantal, ne parvient pas. Parce qu'il n'a plus cette force-là. Quand il a envoyé Ngongo, la dernière fois, d'aller voir le président équato-guinéen, c'était pourquoi? Mais c'était par rapport à leurs choses, concernant aussi le jugement de relative non seulement aux affaires politiques, mais aussi aux affaires mystiques. Mais il est revenu encore là-bas, étant bien ragaillardi. Il ne se gêne pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui le Cameroun est pris entre les mains du Bir. Et le Bir, Ngongo a eu à s'y introduire, sans pour autant oublier les cercles mystiques, où il est très introduit. Comment on peut faire maintenant pour se débarrasser de lui? C'est ça la difficulté. Parce que, on va dire, au départ, il y avait peut-être des petits cercles mystiques qui étaient tout là, mais maintenant, on a augmenté le niveau. On a augmenté le niveau. Et lorsqu'on augmente le niveau, et que vous avez vu la dernière visite du Vatican, et que ça s'est soldé en queue de poisson, c'est parce que justement, on ne parvient pas à trouver quelqu'un pour pouvoir actuellement déloger Ngongo. Les affaires du CAD,
de la canne, c'est allé où? Le Covid-19, il est mouillé, trempé jusqu'au cou. La médiation suisse, c'est où? Nulle part. Parce que dans le domaine mystique, il est déjà là-bas. Et Biard, aujourd'hui, est en train de revivre une autre situation qui est beaucoup plus dramatique. Non seulement il avait déjà fui le palais à une certaine enfant, la maison en disant que c'était une maison hantée, mais là encore, les mêmes choses ont recommencé. On a beau faire du cannibalisme, on a beau faire des messes de ceci et cela, mais ça ne marche plus. Ah oui, ça ne marche plus. Et avec ce qui est en train de se passer, parce que lui, c'est prémonitoire, et lui, il a averti que quand la fin approche, c'est comme ça que ça se déchire d'abord tout autour de lui. Et ces déchirures, qui sont aussi d'ordre mystique, sont déjà très fortes au palais. Et c'est pour ça que vous avez suivi d'ailleurs que Raymond Jean-Claude, on l'appelle comment là, Abondo Bokolo. Abondo Bokolo. Et le commandant de la garde présidentielle. Il a invité qui? Il a invité Monseigneur Mbarga pour aller faire une messe. Où? Pour qui? La garde présidentielle, le 29. Vous avez déjà entendu ça? Une messe d'action, une messe d'exorcisme contre la garde présidentielle de Paul Biya. Pour la garde présidentielle de Paul Biya, on dit qu'il y a trop de sorcellerie là-bas, qu'il y a la magie, c'est grave. Paul Biya ne dort plus. Ça chante de partout. Il voit les fantômes partout. C'est pour ça qu'il est parti. Il a dit que, oh, ici non seulement Bongo veut me tuer, il y a aussi la sorcellerie qui est là. Je cours vite à Momaka. Ça, c'est des phénomènes qu'on avait vécu à l'époque, lorsque justement en 88, Paul Biya avait fait venir Raymond Bernard, c'est-à-dire que celui qui était le président du Circus, et puis qui, c'est-à-dire que c'était le roi ou alors le président, le grand maître de la Rose-Croix. Et il était venu au palais, il avait fait autant de choses et des incantations et tout ça. Et parce que, à l'époque, vous vous rendez compte, Paul Biya disait que pour protéger son pouvoir, selon ce qu'on lui avait dit, lui, fils de catéchiste, il fallait être rosicrucien. Mais il allait là-bas. Et tout son personnel, ou ceux qui lui étaient proches, étaient là-bas. Donc, par exemple, que ce soit le colonel Titus Ebogo, que d'ailleurs il a pu virer de façon inélégante en 1999, alors qu'il avait nommé en 1985 déjà, que formons le cercle, et tout ça là. Mais quand il a vu que ça ne marchait pas, il a dit que bon, transitons un peu vers la franc-maçonnerie, peut-être ça va encore donner ceci. Et comme on le dit avec la géomocratie et tout ça, le cannibalisme, ils ont fait tout ça. Maintenant, Satan est là, que je veux plus. Et les autres sont revenus, ils sont plus forts, comme les Ngongo, qui sont là, à l'ordre de Malte. Et vous avez déjà dit, l'ordre de Malte s'est installé, et c'est au-dessus. Et qu'est-ce qu'il va donc faire actuellement? Puisque c'est beaucoup plus soutenu, y compris au Vatican. Il est donc dans des difficultés. Il risque gros. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus un pays où vous croyez que ce n'est que de la politique qu'on est en train de faire. On est déjà dans l'ordre surnaturel. Parce que le pouvoir de Biya n'est que surnaturel, n'est que mystique. Et dans ces guerres mystiques, aujourd'hui, il faut beaucoup de sacrifices.
Ne soyez donc pas surpris de voir que les enfants disparaissent, que machin, on consomme du sang, on boit du sang, de la chair humaine, qu'on retrouve maintenant des crânes dans les poubelles, qu'on retrouve des... Mais c'est tout ça. Bien. Je crois que à ce sujet-là, je vais m'arrêter là parce que je vais prendre une autre dimension pour vous le révéler, mais comme je vois que le temps est en train de s'écouler, je voudrais passer à un autre sujet avant de revenir sur ce côté très, très mystique et